Donc, vous êtes tous invités à rester dans cet espace. On va continuer, si ça vous va, avec les insoumis de Belgique. Euh, Est-ce qu'ils sont prêts? Et je ne sais pas si c'était Sophie Bertrand, Julie, je crois. Et je vous laisse vous présenter votre texte et faire votre lecture. Merci encore à Olivier, Abdourahmane et Mathilde d'avoir accepté d'inaugurer cette nuit. Et je laisse la place à la Belgique. Bon, je pense que c'est bon, c'est résolu. On commence. C'est parti. Bonjour à tous depuis Bruxelles. Je suis Sophie Rosaire et je suis heureuse d'ouvrir le bal des lectures insoumises depuis le Benelux. J'en profite tout de suite avant que j'oublie pour remercier une personne sans qui toute cette soirée ne serait pas possible, Sublime, une insoumise du Japon. Elle n'est pas toute seule, évidemment, mais l'idée a germé d'abord dans son cerveau pour cette initiative inédite, originale et pleine de surprises, je l'espère, que nous aurons, nous aussi, plein de lectures à partager, au-delà simplement de l'avenir en commun, qui est déjà très conséquent. Donc, comme je vous le disais, on est à Bruxelles, la capitale européenne, et donc quoi de plus normal pour nous que de commencer par la lecture du chapitre sur les questions européennes, a fortiori dans une dernière semaine qui a été particulièrement chargée en actualité européenne, avec la France qui a pris la présidence de l'Union européenne et Macron qui s'est donc rendu mercredi au Parlement européen à Strasbourg développer ses priorités pour l'Union européenne dans les 6 mois à venir devant tous les élus européens des 27 États membres. Donc, on l'a vu, si vous l'avez suivi, vous avez peut-être vu que Macron s'est fait pas mal chahuter par Manon Aubry et Emmanuel Bompard, car la parole du président monarque est rare, contrairement à tous les autres pays européens où les chanceliers, les premiers ministres vont régulièrement échanger avec leur parlement. Chez nous, dans la Ve République, que nous voulons à la France insoumise abolir, la parole du monarque présidentiel est extrêmement rare. Donc, Manuel Bompard et Manon Aubry n'allaient pas gâcher ce plaisir de montrer aussi aux autres citoyens européens, aux autres élus européens assis sur les mêmes bancs qu'eux, à quel point les dires de Macron au niveau européen ne sont pas conformes avec ses actes concrets au niveau national. Je prendrai à ce titre juste 3 exemples avant de commencer ma lecture. Le premier qui me tient particulièrement à cœur, le droit à l'avortement. Macron s'est fait le chantre de l'IVG, du droit à l'IVG au niveau de l'Union européenne en disant qu'il allait inscrire dans la charte des droits fondamentaux le droit à l'IVG. Cette charte, si elle est révisée, il requiert l'unanimité des 27 États membres. C'est donc pas une petite tâche qu'il se donne là, quand au niveau national, il aurait pu dès à présent faire des choses concrètes pour les droits des femmes. Et au même moment où il faisait son intervention à Strasbourg, ses élus à Paris, au Sénat, sur sa propre consigne, votaient contre l'allongement du droit à l'IVG à 14 semaines. Voilà le concret et l'hypocrisie aussi de la politique macronienne. Le deuxième élément, c'est la question économique qui va quand même pour nous être centrale pour une sortie de crise sanitaire et de crise économique et sociale. On l'a vu pendant la crise sanitaire, on a mis sur pause un pacte européen qui est très important, celui qui consacre cette règle d'or et cette politique d'austérité. Le pacte de stabilité et de croissance a été mis donc sur pause, mais déjà l'Allemagne et d'autres pays, notamment scandinaves, veulent voir le retour de la ligne austéritaire le plus rapidement possible. Eh bien, Macron a annoncé mercredi, dès à présent, qu'il ne renégocierait rien, si ce n'est une petite virgule ou une petite flexibilité de ci, de là, avec cette règle des 3%. C'est-à-dire qu'on n'est même plus comme Sarkozy avec le traité constitutionnel ou Hollande avec le traité de stabilité et de coordination, le TSCG, où il disait pendant la campagne des grandes promesses de révision, puis une fois élu, il ne faisait rien. Au moins avec Macron, vous êtes prévenus, il annonce rien pour remettre en question l'austérité au niveau européen. C'est très clair. Et le dernier point, c'est l'écologie, puisque vous le savez, on a un président qui est champion de la Terre, champion du climat. Et bien là aussi, sur ce sujet-là, on voit que Macron fait des petites coalitions européennes assez sales pour introduire le nucléaire dans la taxonomie, qui est un texte qui vise
à promouvoir des investissements durables. Donc, sa vision durable pour les générations futures, c'est donc du nucléaire encore et toujours, et dans une coalition qu'il a donc en plus créée avec des États qui violent l'état de droit, comme la Pologne et la Hongrie. Voilà la contradiction et l'hypocrisie de son programme. Donc face à ça, nous avons non seulement un programme L'Avenir en commun, mais en plus un plan qui est aussi sorti cette semaine, un plan détaillé qui est un peu une méthode d'action si nous arrivons au pouvoir sur les questions européennes. Vous pouvez le trouver facilement en ligne. Sinon, je suis sûre qu'il y aura un petit insoumis qui vous le mettra en hyperlien en dessous du YouTube. Et donc, je me lance maintenant dans la lecture du chapitre européen avec ce petit contexte. 2022 est l'occasion de changer de trajectoire en Europe. Cette même année, la France exercera la présidence de l'Union européenne au moment où se négocieront les nouvelles politiques climatiques et la réintroduction des règles budgétaires européennes. Les traités actuels seront donc inévitablement remis en cause pour répondre à l'ampleur des défis. Notre règle, en toute hypothèse, nous appliquerons les engagements de notre programme. En effet, certaines règles européennes sont aujourd'hui incompatibles avec la mise en œuvre de notre programme. Les traités de libre-échange s'opposent au protectionnisme écologique. La concurrence libre et non faussée empêche la constitution de pôles publics et la sortie des biens communs du marché. Le carcan budgétaire nous enferme dans l'austérité et réduit notre capacité à investir dans la bifurcation écologique et sociale. La libre circulation des capitaux nous empêche de reprendre le pouvoir sur le secteur financier. La politique agricole commune promeut un modèle contraire à une agriculture paysanne, biologique et respectueuse du bien-être animal. L'absence d'harmonisation sociale et la directive sur le travail détaché mettent en concurrence les travailleurs. L'impunité des paradis fiscaux européens menace nos recettes fiscales et le consentement à l'impôt. L'Europe de la défense nous enferme dans les velléités belliqueuses de l'OTAN. Le statut de la Banque centrale européenne nous oblige à mettre l'État dans la main des marchés financiers pour nous financer. Nous avons une stratégie complète pour lever ces blocages avec une méthode de gouvernement fondée sur le respect de la volonté populaire et l'esprit de coopération internationale. D'une part, nous proposons aux États et aux peuples européens la rupture concertée avec les traités actuels, plan A. Cela passera par la négociation de nouveaux textes compatibles avec les urgences climatiques et sociales et soumis à un référendum du peuple français pour approbation. Nous proposerons notamment la récupération par les États de leur souveraineté budgétaire, la modification du statut de la BCE, la mise en place de règles d'harmonisation sociale et écologique à l'intérieur de l'Union, la mise en place d'un protectionnisme écologique, le droit pour les États de venir en aide à des entreprises ou de créer des monopoles publics dans des secteurs stratégiques, le droit à l'eau comme droit fondamental pour tous les Européens. D'autre part, nous appliquerons dans tous les cas immédiatement notre programme au niveau national en assumant la confrontation avec les institutions européennes. Plan B. Nous utiliserons pour cela tous les leviers pour faire valoir notre position au Conseil européen et désobéirons aux règles bloquantes chaque fois que c'est nécessaire. Ces deux stratégies, plan A, plan B, s'alimentent mutuellement. C'est en agissant en éclaireur que nous pourrons entraîner les autres peuples européens. Première partie. Utiliser tous les leviers d'action face aux institutions européennes. La France est loin d'être démunie. Nous n'hésiterons pas à mobiliser, si nécessaire, tous nos leviers d'action. Utiliser le droit de veto de la France, par exemple, pour refuser tout nouvel accord de libre-échange et tout nouvel élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable. Conditionner la contribution française au budget de l'Union européenne. Construire de nouvelles coopérations approfondies avec les États qui le souhaitent en matière sociale, écologique, culturelle, éducative, scientifique, etc. Déclencher la mobilisation citoyenne avec nos alliés politiques et la société civile en Europe pour augmenter l'autorité de nos points de vue. Partie 2. Désobéir chaque fois que c'est nécessaire pour mettre en œuvre notre programme. Dans le même temps, nous désobéirons aux règles européennes incompatibles avec l'application de l'avenir en commun. Et nous avons des outils pour le faire. Cesser d'appliquer unilatéralement les normes incompatibles avec nos engagements écologiques et sociaux, tels que la directive sur le détachement des travailleurs, les règles budgétaires, les règles de la concurrence, la libre circulation des capitaux. Suspendre la participation, opt-out, de la France à certains programmes comme l'Europe de la défense. Utiliser les contradictions entre les règles européennes et nos engagements internationaux sur le climat ou le travail pour faire primer
les normes les plus exigeantes. Réaffirmer la supériorité des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution de la VIe République sur le droit européen et instaurer un principe de non-régression écologique et sociale. C'est-à-dire, aucune norme européenne ne peut s'appliquer si elle est moins ambitieuse qu'une norme nationale sur le plan social ou écologique. Notre logique est simple. Tant qu'un accord de changement des traités n'est pas acquis, nous discutons avec nos partenaires et désobéissons aux règles bloquantes en parallèle. En cas d'accord, il sera soumis encore à un référendum. Depuis 60 ans, l'Union européenne n'est pas une construction figée. C'est un espace politique fondé sur des rapports de force et des coopérations à géométrie variable. Nous utilisons cette fois tout le poids de la France pour réaliser notre programme. S'adapter au système de la nature. Sommes-nous donc hypnotisés au point d'accepter le médiocre et le nocif, comme si nous avions perdu la force ou la pénétration nécessaire pour exiger le bon? Rachel Carson, Printemps silencieux, 1970. Le comportement borné des hommes en face de la nature conditionne leur comportement borné entre eux. Karl Marx, L'idéologie allemande, 1845. Le capitalisme financiarisé épuise les humains et les écosystèmes. Construire une société de l'harmonie avec la nature suppose donc de rompre avec ce système. La pandémie de Covid-19 a montré la nocivité de la course au profit à tout prix et du grand déménagement du monde. Nos sociétés font face à une réalité. Le changement climatique est commencé et il est irréversible. Il s'agit donc désormais à la fois de le freiner pour garantir la survie des sociétés humaines et de nous adapter à cette nouvelle donne climatique. Notre outil sera la planification, puisque le marché et la concurrence ont montré leur incapacité à relever ces défis. Chapitre 3. Planification écologique et organisation du pays. 1. La bifurcation écologique pour une société de l'harmonie. L'urgence écologique et climatique suppose de rompre avec le système de l'argent roi. L'exigence d'une société d'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature doit être inscrite au sommet de la hiérarchie des normes par la règle verte et conditionner l'action de l'État. L'enjeu est la reconquête collective du temps long. C'est le but de la planification écologique comme méthode pour gouverner par les besoins. Mesure clé, inscrire dans la Constitution le principe de la règle verte selon laquelle on ne prélève pas davantage à la nature que ce qu'elle est en état de reconstituer. Adopter des lois cadres, instaurant une planification écologique et démocratique, coordonnant les niveaux nationaux et locaux. Donner les moyens humains et financiers à l'État et à ses opérateurs publics, comme le CEREMA, l'Office national des forêts, l'Office français de la biodiversité ou Météo France, pour mener à bien leur rôle de planification. Créer un conseil à la planification écologique, relever les ambitions climatiques de la France avec pour objectif une baisse de 65% des émissions en 2030 au lieu de 40% actuellement et rendre public un bilan annuel. Obliger les entreprises à mettre en œuvre une comptabilité carbone pour les émissions directes et indirectes, certifiée par un organisme public agréé, en commençant par les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, énergie, transport, bâtiments, industrie lourde, puis, selon la taille des entreprises, accompagnées d'une trajectoire de baisse de leurs émissions. Créer une agence pour les relocalisations dépendant du Conseil à la planification écologique, chargée de recenser les secteurs industriels indispensables à la souveraineté nationale et à la bifurcation écologique et d'établir un plan de relocalisation pour chaque filière ou production stratégique identifiée. À savoir, 83% des Français sont d'accord pour interdire de prélever chaque année plus de matières premières que la Terre est capable de reconstituer en un an, d'après une enquête Harris Interactive faite en juillet 2021. 2. L'organisation de l'État au service de la planification écologique. Nous devons réorganiser l'État républicain d'après des objectifs écologiques et démocratiques. La planification écologique devra s'appuyer sur la commune, échelon vital de la démocratie. L'objectif de maîtrise du cycle de l'eau doit guider la nouvelle organisation.
Les bassins versants et les agences de l'eau en seront le socle pour atteindre un grand objectif, zéro pollution et zéro épuisement de la ressource en eau. Mesure clé, redécouper les régions à partir des bassins versants et leur confier l'eau comme première responsabilité. Redonner aux communes le rôle de cellules de base de la démocratie locale, permettre leur libre association et les impliquer pleinement dans les décisions et la mise en œuvre des investissements de la planification écologique. Supprimer les méga-régions et les métropoles technocratiques et revenir sur l'obligation d'appartenance des communes à des intercommunalités en abrogeant la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République. Supprimer les régions transfrontalières ou eurorégions, interdire le droit à la différenciation qui permettrait que des règles différentes s'appliquent selon les territoires afin de garantir l'égalité entre les citoyens. Réserver le statut de collectivité unique aux territoires insulaires et des Outre-mer. Recomposer les assemblées régionales à partir des élections des conseillers départementaux. Mettre en place des défenseurs de la nature chargés de l'eau, l'air, la forêt, la végétalisation et la perméabilité des sols au niveau communal. Rééquilibrer la dotation globale de fonctionnement versée aux communes pour lutter contre les inégalités territoriales. Mettre en place des assemblées citoyennes régionales pour débattre des projets d'aménagement et d'investissement en lien avec la planification écologique. Enfin, stopper l'étalement urbain, renoncer aux grands projets inutiles et imposés et rapprocher les bassins de vie et les bassins d'emploi. 3. Les Outre-mer, avant-poste de la planification écologique. Les Outre-mer pourraient être les pilotes de la planification écologique et du progrès humain. Il existe déjà des plans pays bâtis par les ultramarins eux-mêmes. Ils doivent servir de grands objectifs écologiques fixés à partir des besoins essentiels. Autonomie énergétique, relocalisation de la production alimentaire, déploiement d'une économie de la mer. Mesure clé, faire des Outre-mer des territoires pilotes de la planification écologique et des circuits courts. Autonomie énergétique et 100% renouvelable, autosuffisance alimentaire, politique maritime et protection de la biodiversité. Instaurer un bouclier douanier via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte énergétique. Appliquer une préférence commerciale pour les produits ultramarins vers l'Hexagone et l'Europe et nouer des partenariats commerciaux équilibrés avec les voisins régionaux. Tendre vers l'autosuffisance alimentaire grâce à l'agriculture paysanne écologique et des filières agroalimentaires locales. Protéger la biodiversité exceptionnelle des Outre-mer et promouvoir des plans d'autonomie énergétique. 4. L'égalité des populations par la démocratie et les services publics. Des territoires ruraux et des petites villes abandonnées, des métropoles éclatées entre ghettos de riches et quartiers pauvres. Les gilets jaunes ont jailli de cette démesure inégalitaire. Remettons de l'ordre et de la justice dans l'organisation du pays. Les services publics en seront les piliers. Mesures clés. Défendre et reconstruire le maillage de transports en commun et de services publics, notamment dans les départements ruraux, les quartiers populaires et les Outre-mer, afin de garantir une distance maximale de 15 à 30 minutes en voiture ou en transport collectif entre tout lieu d'habitation et les services publics essentiels, écoles, gares, hôpital, bureaux de poste. Réaffirmer le rôle du département comme échelle pertinente pour organiser un maillage équilibré du territoire en services publics essentiels à la population. Favoriser l'installation d'entreprises, d'artisans, de commerçants par la mise en place d'aides spécifiques. Soutenir le tissu associatif local en maintenant les subventions, en généralisant les conventions pluriannuelles et en sortant de la logique des appels à projets. Organiser des états généraux des quartiers populaires et des états généraux des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale, notamment dans les services publics. Renforcer les dotations de l'État pour les territoires et régions en retard de développement économique et social. À savoir, 93% des Français, oui, 93, sont pour un grand plan d'investissement dans les services publics, en particulier de santé. IFOP pour l'humanité, mai 2021. Chapitre 4. Les grands défis de la bifurcation écologique. 1. Investir pour lancer la bifurcation de notre économie. C'est à partir de l'urgence écologique et climatique que doit se penser la politique de la nation.
La bifurcation écologique nécessite des investissements massifs pour changer les modes de production, d'échange et de consommation. Il faut créer des millions d'emplois de qualité pour mettre en œuvre ces changements. L'État républicain, en dialogue avec les communes, doit planifier la mobilisation générale. Mesure clé, lancer un plan massif de 200 milliards d'euros d'investissement écologiquement et socialement utile. Annuler les cadeaux fiscaux accordés sans contrepartie aux plus grandes entreprises ces 10 dernières années. Utiliser cet argent pour investir et rétablir des pôles publics dans l'énergie, les transports et la santé afin de réindustrialiser le pays par des plans de filière au service de la bifurcation écologique. 2. Développer les transports publics écologiques, repenser la mobilité individuelle. Le transport ferroviaire a été abandonné au profit des camions et des bus Macron. La libéralisation empêche toute politique de bifurcation écologique. Il est urgent de relocaliser les productions et de réduire les distances entre bassins de vie et bassins d'emploi. Mesure clé, créer un pôle public des transports et de la mobilité. Alors, renationaliser la SNCF et refuser la mise en concurrence des lignes de transport. Refuser la suppression des lignes ferroviaires du quotidien et en réouvrir, augmenter le nombre de trains et garantir des tarifs accessibles, maintenir des guichets physiques dans les gares. Développer les transports publics à la demande hors des zones denses de transport public, supprimer les lignes aériennes quand l'alternative en train est inférieure à 4 heures, repenser la mobilité individuelle en développant les usages partagés de la voiture et les mobilités douces, comme le vélo, adopter un plan de développement du ferroutage et de report modal, cabotage maritime, fluvial et dirigeable, et renationaliser les autoroutes en revenant sur les hausses de prix passées ainsi que les aéroports stratégiques. Et enfin, engager un plan spécifique de développement des transports collectifs en Outre-mer, quasi inexistant aujourd'hui, sur le modèle du projet de tram-train à La Réunion. 76, à savoir 76% des Français sont pour le retour d'un contrôle public sur le rail et les trains, d'après Harris Interactive, toujours en juillet 2021. 3. Organiser le 100% d'énergie renouvelable en 2050 et la rénovation énergétique. Les énergies fossiles sont polluantes et responsables du changement climatique. Le nucléaire n'est pas non plus une solution d'avenir. Une bifurcation de notre modèle énergétique s'impose. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous devons atteindre le 100% d'énergie renouvelable. L'impératif de sobriété implique un plan d'envergure pour rénover l'ensemble du parc immobilier. Mesure clé, planifier le passage à 100% d'énergie renouvelable avec un double mot d'ordre, sobriété et efficacité énergétique. Sortir des énergies carbonées, arrêter les subventions aux énergies fossiles, y compris à l'étranger. Sortir du nucléaire, abandonner les projets d'EPR, réacteurs pressurisés européens, planifier le démantèlement, la réhabilitation et la reconversion des sites nucléaires et de l'ensemble de leurs bassins de vie. Instaurer une tarification progressive de l'énergie et garantir la gratuité des premières quantités indispensables à une vie digne. Annuler la libéralisation du marché de l'électricité et du gaz, stopper la privatisation des barrages hydroélectriques, créer un pôle public de l'énergie en lien avec des coopératives locales et renationalisant EDF et Engie. Annuler les hausses du tarif du gaz depuis 2017. Favoriser partout sur le territoire le recours aux diverses sources d'énergie les plus adaptées aux conditions météorologiques et géographiques, pour lutter contre la méthanisation à outrance notamment. Refaire l'isolation d'au moins 700 000 logements par an. Mettre fin aux situations de précarité énergétique. Privilégier les rénovations complètes. Interdire réellement la location des passoires thermiques. Renforcer les programmes de détection des passoires énergétiques. Cibler les aides à la rénovation en fonction des revenus des ménages. Conditionner l'obtention de labels écologiques à des résultats énergétiques concrets et vérifiés pour les bâtiments neufs comme pour les rénovations thermiques. Se donner les moyens, former les professionnels, mettre en place un guichet unique public pour les propriétaires devant faire cette rénovation. Réduire l'impact écologique des travaux, développer l'éco-construction avec des matériaux bioclimatiques, bois, terre, paille. Mettre en place une convention collective unique pour les travailleurs du nucléaire et arrêter l'utilisation massive de la sous-traitance, tout en garantissant leur reconversion au fur et à mesure des fermetures de centrales. Donc, à savoir, 74% des Français sont favorables à un objectif de 100% d'énergie renouvelable, d'après Harris Interactive en juillet 2021.
et ont répondu à cette votation organisée sur la sortie du nucléaire en 2018 314 530 personnes, c'est-à-dire 93,13% des votants y étaient favorables. 4. Consommer autrement une France zéro déchet. La planète croule sous les déchets. À l'heure actuelle, nous ne pénalisons pas le mésusage des ressources, mais en privons ceux qui ne peuvent payer. Nous devons donc sortir du cercle vicieux, produire plus pour consommer plus. En application de la règle verte, changeons de logique. Préférons la société du réparable et du durable à celle de l'obsolescence programmée et du tout jetable. Mesure clé, abolir l'obsolescence programmée et allonger les durées de garantie légale des produits. Contre la surproduction des déchets, interdire immédiatement les plastiques à usage unique, remettre en place la consigne pour les bouteilles et bocaux en verre, rendre obligatoire le recyclage, le compostage ou l'incinération dans cet ordre de priorité, généraliser les consignes, développer les filières de réutilisation des matériaux et de substitution aux matériaux carbonés. Créer un service public de la réparation et du réemploi avec la mise en place de formations pour certains métiers, notamment électricité, électronique, bâtiment et textile. Rendre la collecte séparée des déchets organiques effective et obligatoire à l'horizon 2025 en commençant par les zones rurales, redistribution du compost aux agriculteurs locaux. Rendre obligatoire l'éco-conception des produits afin de limiter l'utilisation de ressources non renouvelables. Généraliser au plus vite l'indice de durabilité des produits, possibilité d'être réparés, durée de vie, etc. Rendre obligatoire la disponibilité de pièces de rechange et empêcher la mise sur le marché de celles qui auraient un score de durabilité insuffisant. Faire reculer la publicité dans l'espace public. Interdire le dépôt de prospectus publicitaires commerciaux dans les boîtes aux lettres, les panneaux publicitaires numériques et le démarchage téléphonique commercial. Interdire la publicité des produits et services les plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires. Diminuer les possibilités de diffusion de publicité à la télévision et créer un réseau national de déchetterie et de recyclage. À savoir, 78% des Français se déclarent favorables à l'interdiction des publicités encourageant les pratiques alimentaires dangereuses pour la santé et de celles relatives à des secteurs polluants. Harris Interactive, mai 2021. Et 70% des Français se montrent favorables à l'interdiction des publicités numériques et lumineuses. Harris Interactive, mai 2021. 5. Souveraineté alimentaire et révolution agricole pour une agriculture écologique et paysanne. L'agrobusiness détruit tout, les écosystèmes, notre santé et celle des paysans. Les mots sont connus, pesticides, gigantisme agricole, soumission au marché financier. Ce système met à mal notre capacité à nourrir l'humanité. L'agriculture écologique et paysanne doit nourrir la population et ceux qui en vivent. Mesure clé, instaurer une agriculture relocalisée, diversifiée et écologique et créer 300 000 emplois agricoles. Donc, garantir des prix rémunérateurs aux producteurs par des prix planchers pour les agriculteurs, interdire les ventes à perte et mettre en place une caisse de défaisance pour reprendre les dettes agricoles des convertis au 100% bio. Refondre la PAC, politique agricole commune, et orienter les aides publiques agricoles pour favoriser la production écologiquement soutenable, l'intensité en main-d'œuvre des exploitations et le développement des protéines végétales. Faire une réforme agraire pour encourager l'installation de nouveaux agriculteurs et permettre le développement d'un tissu de nombreuses exploitations à taille humaine. Lutter contre l'artificialisation des sols pour empêcher la disparition de surfaces agricoles utiles. Planifier la réduction progressive des doses d'engrais et de pesticides. Interdire immédiatement les plus dangereux, glyphosate, néonicotinoïdes, par exemple, instaurer un protectionnisme écologique en fonction des conditions de production et de rémunération du travail agricole, encadrer les prix alimentaires par des prix maximaux établis par un coefficient multiplicateur et limiter les marges de la grande distribution, développer les circuits courts pour réduire la circulation des marchandises et l'utilisation d'emballages. À savoir, 86% des Français sont favorables à un plan de création de 300 000 emplois dans l'agriculture, Harris Interactive, juillet 21. 89% des Français sont favorables à une loi pour l'interdiction du glyphosate, IFOP, février 2019.
On ne s'est pas distribué. C'est pas grave. J'y vais. Alors, 6. En finir avec la malbouffe. Nous sommes confrontés à une épidémie de maladies chroniques, diabète, obésité et de cancer. L'agro-industrie et ses produits vendus à grand renfort d'additifs et de publicité en sont une cause majeure. Les plus pauvres en sont les premières victimes. En finir avec la malbouffe est un enjeu de santé publique. Nous avons les moyens de produire autrement pour nous nourrir tous et mieux. Mesure clé, créer un ministère de la production alimentaire. Interdire d'urgence les additifs les plus controversés, limiter la liste des additifs autorisés à ceux admis dans l'agriculture biologique, fixer des taux maximaux de sel, de sucre et d'acides gras saturés dans les aliments transformés et garantir l'application de la loi, y compris dans les Outre-mer, rendre le Nutri-Score, étiquetage nutritionnel, obligatoire pour en finir avec la désinformation de la grande distribution, interdire la publicité alimentaire sur tous les supports, radiophoniques, audiovisuels et électroniques, à destination des enfants et des adolescents, à la nutrition de la maternelle au collège, expérimenter une garantie universelle d'accès à des aliments choisis comme premier jalon d'une sécurité sociale de l'alimentation, garantir en permanence l'accès à 5 fruits et légumes de saison à prix bloqué, porter l'alimentation dans la restauration collective à 100% biologique et locale, réduire la part des protéines carnées au profit des protéines végétales et y imposer une option végétarienne quotidienne. À savoir, 91% des Français sont favorables à une loi pour limiter la malbouffe. IFOP, février 2019. Non, c'est pas fini, il reste un chapitre. On est dans les temps? Vous savez, vous êtes un peu... Non, c'est là parce que je sais qu'il y en a Vous l'avez d'autres pris à qui lisent alors le chapitre 5, protection des biens communs, notamment Stéphane du Luxembourg à 19h. Il fera le chapitre 5.5 sur les forêts. Et plus tard dans la nuit, il y a d'autres personnes qui font le chapitre 5 parce que c'est protection des biens communs et c'est important. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne sais plus. C'était Sophie. Attendez, Bertrand, Julie et Tri. C'était ça? Et il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Valérie, je crois. Et enfin, une mesure de civilisation qu'il faut prendre et il faudrait annoncer dès maintenant, qui n'a jamais eu droit de citer à une tribune parlementaire. Quand dirons-nous que nous sommes disposés à punir avec force le martyre des animaux dans une société aussi développée et civilisée que la nôtre? 4 juillet 2017, Assemblée nationale, Jean-Luc Mélenchon. Et le spécisme est une idéologie. C'est croire que parce qu'on est des êtres humains, on a tous les droits sur les autres êtres vivants, y compris de les faire souffrir sans fin. Donc, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, on commencera par arrêter ça. Jean-Luc Mélenchon, 2022, interview LCI. Nous devons repenser notre place dans la nature, comme le faisaient les premiers humanistes de l'Antiquité et de la Renaissance, puis des Lumières, qui disaient que l'homme était un animal comme les autres. Ils ont été condamnés et même brûlés pour avoir dit cela, parce que d'autres pensaient que l'homme était une créature qui avait un statut spécial. Mais on pourrait tomber d'accord avec ces humanistes et les croyants qui les réfutent encore aujourd'hui, en disant que oui, nous sommes des animaux, mais des animaux dotés d'une capacité propre. Pas celle d'être sensible, tous les animaux sont sensibles. Pas celle d'avoir une conscience ou une faculté de compréhension. Nous savons maintenant que les animaux possèdent aussi la compréhension et la conscience dans leur environnement. Mais nous avons cette capacité d'apprendre tout en prenant la mesure de ce que nous ignorons. Et plus nous apprenons que la mesure de ce que nous ignorons s'étend. C'est la perception de l'étendue de cette ignorance qui nous crée une responsabilité à l'égard de tout le vivant. Parce que nous sommes capables de comprendre que si nous continuons, nous détruirons notre écosystème. Voilà pourquoi nous devons prêter une oreille attentive à ceux qui remettent en cause l'arrogance d'une espèce qui prétend dominer toutes les autres. Parce que cette prétention est absurde et qu'elle est suicidaire. Je voulais le dire parce que je crois que dorénavant, la pensée progressiste humaniste ne peut plus se déployer sans assumer la responsabilité de tout le vivant et de dire comment elle assume cette responsabilité.
Tout le reste, c'est du passé et des pensées mortes qui nous ont conduits à un désastre. Jean-Luc Mélenchon, meeting de Strasbourg, avant-hier, 19 janvier 2022. On va changer les modes de consommation, vous allez avoir du boulot à la maison. Parce que c'est plus possible de continuer à ne consommer que des protéines carnées, car c'est pas possible, c'est plus possible, parce que ça fait des fermes de 1000 vaches, de 10 000 vaches. On traite les animaux d'une manière absolument ignoble, et ça, au passage, on l'oublie. On ne tient pas compte du sensible, et tout ça nous mène nulle part. Nous buvons un lait qui est de mauvaise qualité, nous avons des terres agricoles qui perdent en matière organique et qui ont des rendements qui baissent, et ainsi de suite. Donc, il faudra bien changer. Quand je vous parle des protéines animales, vous en avez d'autres, des protéines végétales. Il va donc falloir apprendre à travailler, cultiver, récolter des algues, des légumineuses et combien d'autres choses. Jean-Luc Mélenchon, mars 2017. Ne l'oubliez jamais, vous le savez, vous, que la manière d'une infinie cruauté avec laquelle sont traités les animaux n'est qu'une préfiguration de la violence qui est faite aux humains. Jean-Luc Mélenchon, Assemblée nationale, juillet 2017. L'humanité est en péril. L'écosystème dans lequel nous vivons est au bord du gouffre. On ne le préservera pas sans créer les conditions d'une harmonie des êtres humains entre eux, des êtres humains avec la nature, des êtres humains avec les autres animaux. Il y a une communauté de destin entre nous et le reste du vivant. Si l'écosystème s'effondre, qui peut dire comment nos sociétés vont survivre? D'une part, vous conduisez l'humanité à sa perte parce que vous refusez d'agir pour les animaux. Et en n'agissant pas réellement contre la maltraitance des animaux, vous contribuez au changement climatique. Vous prétendez éteindre l'incendie à la petite cuillère. 4 millions de vaches et bœufs, 23 millions de cochons, 65 millions de truites, 73 millions de canards, 806 millions de poulets sont abattus en France tous les ans. 30% des émissions de gaz à effet de serre sont dues à l'agriculture, dont 75% du fait de l'élevage intensif. Et que dit la COP26 qui vient de s'achever sur ce constat? Rien. C'est affolant de stupidité. 90% des quelques 500 milliards d'euros de soutien à l'agriculture mondiale détruisent la nature et alimentent la crise climatique au lieu d'aider à la résorber. D'autre part, vous détruisez l'humanité en l'homme. Les travailleurs de l'élevage intensif, les ouvriers des abattoirs sont contraints d'agir dans des conditions de travail terribles. Ils essaient de devenir insensibles à la souffrance pour la supporter. Ils sont particulièrement touchés par les dépressions, les suicides. Car c'est inhumain de traiter les gens comme ça, à devoir tuer des pauvres bêtes à une cadence infernale qui use les corps et les cœurs. Et que faites-vous pour les animaux d'élevage dans votre grand texte contre la maltraitance animale? Presque rien. Hormis les visons qui désormais seront épargnés, les millions d'animaux de l'élevage industriel intensif continueront à être martyrisés et brutalisés de leur naissance à leur mort et tout au long de leur courte et misérable vie, si tant est qu'on puisse encore appeler cela une vie. 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction, 13% des oiseaux, 25% des mammifères, 33% des coraux, 40% des amphibiens sont en danger de mort. 30% des colonies d'abeilles disparaissent tous les ans. 30% des oiseaux en France ont disparu. Et la 6e extinction de masse des espèces est engagée. Car les animaux, ce ne sont pas seulement les chats, les chiens, les chevaux et quelques autres dont vous daignez vous occuper. Les animaux, c'est la faune tout entière qui, dans sa diversité, est en train de s'effondrer. Et au lieu de protéger la biodiversité, vous encouragez sa destruction. La réintroduction des néonicotinoïdes que vous avez voulu aura des effets terribles sur les abeilles. Le glyphosate, que Macron devait interdire en 3 ans, continue à empoisonner les insectes, les sols, les animaux, les êtres humains. Même la stérilisation obligatoire des chats errants, pourtant votée par votre Assemblée, a été abandonnée dans la version finale du texte, alors que c'est décisif pour éviter la prolifération de cette espèce prédatrice. 40 000 sangliers, 40 000 cervidés, 1 million de canards, 5 millions de perdrix, 14 millions de faisans sont élevés chaque année uniquement pour la chasse. La chasse a été particulièrement cajolée, alors que son lobbyiste en chef assume désormais que c'est un pur plaisir sadique de tuer. Rien pour interdire les chasses cruelles.
Le gouvernement a tout fait, au contraire, pour autoriser les chasses non sélectives d'oiseaux qui peuvent tuer, y compris des espèces protégées. Rien pour interdire la chasse en enclos et l'élevage des animaux pour la chasse, qui sont des non-sens écologiques, des menaces sanitaires pour la biodiversité. Rien pour protéger même nos concitoyens des balles des chasseurs en interdisant la chasse certains jours, comme je le propose à mon groupe depuis 2018. Ainsi, votre loi poursuit un objectif misérable dans un électoralisme dégoulinant. Vous feignez de vous attaquer au problème de la maltraitance animale pour pouvoir prétendre avoir un bilan en la matière, alors qu'au contraire, votre quinquennat a été un quinquennat de recul pour la lutte contre la maltraitance des animaux, que les maigres avancées de ce texte ne compenseront jamais. Nous voterons pour votre texte, mais un pour de dépit et de consternation, un pour de condamnation pour votre inaction climatique. Rien dans ce texte sur la protection de la biodiversité, l'empoisonnement par les pesticides, la destruction des habitats naturels. Rien dans ce texte sur la protection de l'élevage industriel et intensif, hormis pour les animaux sauvages élevés uniquement dans le but d'exploiter leur fourrure. Rien dans ce texte sur la protection des animaux sauvages contre les pratiques cruelles de la chasse. Ce quinquennat est perdu pour les animaux, perdu pour la lutte contre le changement climatique. Bastien Lachaud, Assemblée nationale, 16 novembre 2021. Au fond de ma révolte contre les forts, je trouve du plus loin qu'ils me souviennent l'horreur des tortures infligées aux bêtes. Et plus l'homme est féroce envers les bêtes, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent. C'est que tout va ensemble, depuis l'oiseau dont on écrase la couvée jusqu'au nid humain décimé par la guerre. La bête crève de faim dans son trou, l'homme en meurt au loin des bornes. Et le cœur de la bête est comme le cœur humain, son cerveau est comme le cerveau humain, susceptible de sentir et de comprendre. On a beau marcher dessus, la chaleur et l'étincelle s'y réveillent toujours. Louise Michel, Mémoire. J'ai parfois le sentiment de ne pas être un vrai être humain, mais plutôt un oiseau ou quelque autre animal qui aurait très vaguement pris forme humaine. Au fond de moi, je me sens bien plus chez moi dans un petit bout de jardin comme ici ou dans la campagne, entouré de bourdons ou de brins d'herbe, que dans un congrès du parti. À vous, je peux vous dire cela bien tranquillement. Vous n'irez pas tout de suite me soupçonner de trahir le socialisme. Vous savez bien qu'au bout du compte, j'espère mourir à mon poste, dans un combat de rue ou au pénitencier. Mais mon moi le plus profond appartient plus à mes mésanges charbonnières qu'aux camarades. Rosa Luxembourg, lettre de prison. Le jour viendra peut-être où le reste de la création animale acquérera ses droits qui n'auraient jamais pu être refusés autrement que par la main de la tyrannie. Les Français ont déjà découvert que la noirceur de la peau n'est en rien une raison pour qu'un être humain soit abandonné sans recours aux caprices d'un bourreau. On reconnaîtra peut-être un jour que le nombre de pattes, la pilosité de la peau ou la façon dont se termine le sacrum sont des raisons également insuffisantes pour abandonner un être sensible à ce même sort. Et quel autre critère devrait marquer la ligne infranchissable? Est-ce la faculté de raisonner ou peut-être celle de discourir? Mais un cheval ou un chien adulte sont des animaux incomparablement plus rationnels et aussi plus causants qu'un enfant d'un jour ou d'une semaine ou même d'un mois. Mais même s'ils ne l'étaient pas, qu'est-ce que cela changerait? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? Jérémy Bentham, Kansas Safer, 1789. Du mal et en premier lieu de la destruction des bêtes. Les souffrances d'un animal nous semblent des maux parce que, étant animaux comme eux, nous jugeons que nous serions forts à plaindre si on nous en faisait autant. Voltaire, il faut prendre parti, 1772. De quelque façon qu'on l'interprète, quelques conséquences pratiques, techniques, scientifiques, juridiques, éthiques ou politiques qu'on en tire, personne aujourd'hui ne peut nier cet événement, à savoir les proportions sans précédent
de cet assujettissement de l'animal. Personne ne peut davantage dénier sérieusement la dénégation. De la figure du génocide, il ne faudra ni abuser ni s'acquitter trop vite, car elle se complique ici. L'anéantissement des espèces, certes, serait à l'œuvre, mais il passerait par l'organisation et l'exploitation d'une survie artificielle infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses. Tout le monde sait quel terrifiant et insoutenable tableau une peinture réaliste pourrait faire de la violence industrielle, mécanique, chimique, hormonale, génétique à laquelle l'homme soumet depuis 2 siècles la vie animale. Personne ne peut plus nier sérieusement et longtemps que les hommes font tout ce qu'ils peuvent pour dissimuler ou pour se dissimuler cette cruauté, pour organiser à l'échelle mondiale l'oubli ou la méconnaissance de cette violence que certains pourraient comparer au pire génocide. Il y a aussi des génocides d'animaux. Le nombre des espèces en voie de disparition du fait de l'homme est à couper le souffle. Peuvent-ils souffrir ? Demandait simplement et si profondément Bentham en 1789. Can they suffer? La réponse ne fait au sujet de la pitié. Cette guerre n'a pas d'âge, sans doute, mais voilà mon hypothèse, elle traverse une phase critique. Nous la traversons et nous sommes traversés par elle. Pensez cette guerre dans laquelle nous sommes. Ce n'est pas seulement un devoir, une responsabilité, une obligation. C'est aussi une nécessité, une contrainte à laquelle, bon gré ou mal gré, directement ou indirectement, nul ne saurait se soustraire. Et je dis pensez cette guerre, parce que je crois qu'il y va de ce que nous appelons penser. L'animal nous regarde et nous sommes nus devant lui. Et penser commence peut-être par là. Jacques Derrida, L'animal que donc je suis, 2002. Ce n'est pas un arrangement de l'homme et de la bête. Ce n'est pas une ressemblance. C'est une identité de fond. C'est une zone d'indiscernabilité plus profonde que toute identification sentimentale. L'homme qui souffre est une bête. La bête qui souffre est un homme. C'est la réalité du devenir. Quel homme révolutionnaire en art, en politique, en religion ou n'importe quoi n'a pas senti ce moment extrême où il n'était rien qu'une bête et devenait responsable, non pas des veaux qui meurent, mais devant les veaux qui meurent. Quand on fait de la philosophie, on est sur la limite qui sépare la pensée de la non-pensée. Il faut toujours être à la limite qui nous sépare de l'animalité, mais justement de telle manière qu'on n'en soit plus séparés. Il y a une inhumanité propre au corps humain et à l'esprit humain. Il y a des rapports animaux avec l'animal. Gilles Deleuze, Logique de la sensation. La vraie bonté de l'homme ne peut se manifester en toute pureté et en toute liberté qu'à l'égard de ceux qui ne représentent aucune force. Le véritable test moral de l'humanité, le plus radical, qui se situe à un niveau si profond qu'il échappe à notre regard, ce sont ses relations avec ceux qui sont à sa merci, les animaux. Et c'est ici que s'est produite la plus grande faillite de l'homme, débâcle fondamental dont toutes les autres découlent. J'ai toujours devant les yeux Teresa assise sur une souche. Elle caresse la tête du chien Karénine et songe à la déroute de l'humanité. En même temps, une autre image m'apparaît. Nietzsche sort d'un hôtel de Turin. Il aperçoit devant lui un cheval et un cocher qui le frappe à coups de cravache. Nietzsche s'approche du cheval. Il lui prend l'encolure entre les bras sous les yeux du cocher et il éclate en sanglots. Ça se passait en 1889. Et Nietzsche s'était déjà éloigné, lui aussi, des hommes.
Autrement dit, c'est précisément à ce moment-là que s'est déclarée sa maladie mentale. Mais selon moi, c'est bien là ce qui donne à son geste sa profonde signification. Nietzsche était venu demander au cheval pardon pour Descartes. Sa folie, donc son divorce avec l'humanité, commence à l'instant où il pleure sur le cheval. Et c'est ce Nietzsche-là que j'aime. De même que j'aime Teresa qui caresse sur ses genoux la tête d'un chien mortellement malade. Je les vois tous deux côte à côte. Ils s'écartent tous deux de la route où l'humanité, maître et possesseur de la nature, poursuit sa marche en avant. Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. L'horreur de l'abattoir sur quoi tout est fondé. Elias Canetti, prix Nobel, Le territoire de l'homme. On est dans les temps. Imaginez les gestes barrières contre le retour à la production d'avant-crise. Par Bruno Latour, philosophe et sociologue. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. L'inventaire annuel, c'est maintenant qu'il faut le faire. À la demande de bon sens, relançons le plus rapidement possible la production. Il faut répondre par un cri, surtout pas. La dernière des choses à faire serait de reprendre à l'identique tout ce que nous faisions avant. Il y a peut-être quelque chose d'inconvenant à se projeter dans l'après-crise, alors que le personnel de santé, comme on dit, est sur le front, que des millions de gens perdent leur emploi et que beaucoup de familles endeuillées ne peuvent même pas enterrer leurs morts. Une fois la crise passée, ne ramène même pas l'ancien régime climatique contre lequel nous essayons jusqu'ici assez vainement de lutter. En effet, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n'est pas une crise, toujours passagère, mais une mutation écologique durable et irréversible. Si nous avons de bonnes chances de sortir de la première, nous n'en avons aucune de sortir de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l'une sur l'autre. En tout cas, ce serait dommage de ne pas se servir de la crise sanitaire pour découvrir d'autres moyens d'entrer dans la mutation écologique autrement qu'à l'aveugle. La première leçon du coronavirus est aussi la plus stupéfiante. La preuve est faite, en effet, qu'il est possible en quelques semaines de suspendre partout dans le monde et au même moment un système économique dont on nous disait jusqu'ici qu'il était impossible à ralentir ou à rediriger. À tous les arguments des écologiques sur l'infléchissement de nos modes de vie, on opposait toujours l'argument de la force irréversible du train du progrès, que rien ne pouvait faire sortir de ses rails, à cause, disait-on, de la globalisation. Or, c'est justement son caractère globalisé qui rend si fragile ce fameux développement, susceptible au contraire de freiner, puis de s'arrêter d'un coup. En effet, il n'y a pas que les multinationales ou les accords commerciaux ou Internet ou les tour operators pour globaliser la planète. Chaque entité de cette même planète possède une façon bien à elle d'accrocher ensemble les autres éléments qui composent, à un moment donné, le collectif. Cela est vrai du CO2, qui réchauffe l'atmosphère globale par sa diffusion dans l'air, des oiseaux migrateurs qui transportent de nouvelles formes de grippe. Mais cela est vrai aussi, nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus,
dont la capacité à relier tous les humains passe par le truchement apparemment inoffensif de nos divers crachotis. À globalisateur, globalisateur et demi, question de resocialiser des milliards d'humains, les microbes se posent un peu là. Cette pause soudaine dans le système de production globalisé, il n'y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d'avancer leur programme d'atterrissage. D'où cette découverte incroyable. Il y avait bien dans le système économique mondial, caché de tous, un signal d'alarme rouge vif avec une bonne grosse poignée d'acier trempé que les chefs d'État, chacun à son tour, pouvaient tirer d'un coup pour stopper le train du progrès dans un grand crissement de frein. Si la demande de virer de bord à 90 degrés pour atterrir sur Terre paraissait encore en janvier une douce illusion, elle devient beaucoup plus réaliste. Tout automobiliste sait que pour avoir une chance de donner un grand coup de volant salvateur, sans aller dans le décor, il vaut mieux avoir d'abord ralenti. Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production globalisé, il n'y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d'avancer leur programme d'atterrissage. Les globalisateurs, ceux qui, depuis le mi-temps du XXe siècle, ont inventé l'idée de s'échapper des contraintes planétaires, eux aussi y voient une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste d'obstacles. L'occasion est trop belle. Se défaire du reste de l'État-providence, du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution, et plus cyniquement, de se débarrasser de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète. N'oublions pas en effet que l'on doit faire l'hypothèse que ces globalisateurs sont conscients de la mutation écologique et que tous leurs efforts depuis 50 ans consistent en même temps à nier l'importance du changement climatique, mais aussi à échapper à ses conséquences en constituant des bastions fortifiés de privilèges qui doivent rester inaccessibles à tous ceux qu'il va bien falloir laisser en plan. Le grand rêve moderniste du partage universel des fruits du progrès, ils ne sont pas assez naïfs pour y croire. Mais ce qui est nouveau, ils sont assez francs pour ne même pas en donner l'illusion, ce sont eux qui s'expriment chaque jour sur Fox News et qui gouvernent tous les États climato-sceptiques de la planète, de Moscou à Brasilia et de New Delhi à Washington, en passant par Londres. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause. Ce qui rend la situation actuelle tellement dangereuse, ce n'est pas seulement les morts qui s'accumulent chaque jour davantage, c'est la suspension générale d'un système économique qui donne donc à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans la fuite hors du monde planétaire une occasion merveilleuse de tout remettre en cause. Il ne faut pas oublier ce qui rend les globalisateurs tellement dangereux, c'est qu'ils savent forcément qu'ils ont perdu, que le déni de la mutation climatique ne peut pas durer indéfiniment, qu'il n'y a plus aucune chance de réconcilier leur développement avec les diverses enveloppes de la planète dans laquelle il faudra bien finir par insérer l'économie. C'est ce qui les rend prêts à tout tenter pour extraire une dernière fois les conditions qui vont leur permettre de durer un peu plus longtemps et de se mettre à l'abri, eux et leurs enfants. L'arrêt de monde, ce coup de frein, cette pause imprévue, leur donne une occasion de fuir plus vite et plus loin qu'ils ne l'auraient jamais imaginé. Les révolutionnaires, pour le moment, ce sont eux. C'est là que nous devons agir. Si l'occasion s'ouvre à eux, elle s'ouvre à nous aussi. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. L'inventaire annuel, c'est maintenant qu'il faut le faire. À la demande de bon sens, relançons le plus rapidement possible la production. Il faut répondre, pas un cri, surtout pas. La dernière des choses à faire serait de reprendre à l'identique tout ce que nous faisions avant. Par exemple, l'autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes prêtes à l'emploi,
qui ne pouvaient plus expédier par avion dans le monde entier, faute de clients. On ne peut que le plaindre, bien sûr. Il est juste qu'ils soient indemnisés. Mais ensuite, la caméra reculait, montrant que ces tulipes, il les faisait pousser hors sol, sous lumière artificielle, avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol dans une pluie de kérosène. De là, l'expression d'un doute. Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de fleurs? Nous devenons d'efficaces interrupteurs de globalisation. De fil en aiguille, si nous commençons, chacun pour notre compte, à poser de telles questions sur tous les aspects de notre système de production, nous devenons d'efficaces interrupteurs de globalisation. Aussi efficaces, millions que nous sommes, que le fameux coronavirus dans sa façon bien à lui de globaliser la planète. Ce que le virus obtient par d'humbles crachotis de bouche en bouche, la suspension de l'économie mondiale, nous commençons à l'imaginer par nos petits gestes insignifiants, mis eux aussi, bout à bout, à savoir la suspension du système de production. En nous posant ce genre de questions, chacun d'entre nous se met à imaginer des gestes barrières, mais pas seulement contre le virus, contre chaque élément d'un mode de production dont nous ne souhaitons pas la reprise. C'est qu'il ne s'agit plus de reprendre ou d'infléchir un système de production, mais de sortir de la production. Il ne s'agit pas de révolution, mais de dissolution, pixel après pixel. Comme le montre Pierre Charbonnier, après 100 ans de socialisme limité à la seule redistribution des bienfaits de l'économie, il serait peut-être temps d'inventer un socialisme qui conteste la production elle-même. C'est que l'injustice ne se limite pas à la seule redistribution des fruits du progrès, mais à la façon même de faire fructifier la planète. Ce qui ne veut pas dire décroître ou vivre d'amour ou d'eau fraîche, mais apprendre à sélectionner chaque segment de ce fameux système prétendu irréversible, de mettre en cause chacune des connexions soi-disant indispensables et d'éprouver de proche en proche ce qui est désirable et ce qui a cessé de l'être. D'où l'importance capitale d'utiliser ce temps de confinement imposé pour décrire, d'abord, chacun pour soi, puis en groupe, ce à quoi nous sommes attachés, ce dont nous sommes prêts à nous libérer, les chaînes que nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par notre comportement, nous sommes décidés à interrompre. Les globalisateurs, eux, semblent avoir une idée très précise de ce qu'ils veulent voir renaître après la reprise. La même chose, en pire, industrie pétrolière et bateaux de croisière géants en prime. C'est à nous de leur opposer un contre-inventaire. Si en un mois ou deux, des milliards d'humains sont capables, sur un coup de sifflet, d'apprendre la nouvelle distance sociale, de s'éloigner pour être plus solidaires, de rester chez soi pour ne pas encombrer les hôpitaux, on imagine assez bien la puissance de transformation de ces nouveaux gestes. Dressés contre la reprise à l'identique, ou pire, contre un nouveau coup de butoir de ceux qui veulent échapper pour de bon à l'attraction terrestre. Un outil pour aider au discernement. Comme il est toujours bon de lier un argument à des exercices pratiques, proposons au lecteur d'essayer de répondre à ce petit inventaire. Il sera d'autant plus utile qu'il portera sur une expérience personnelle directement vécue. Il ne s'agit pas seulement d'exprimer une opinion qui vous viendrait à l'esprit, mais de décrire une situation et peut-être de la prolonger par une petite enquête. C'est seulement par la suite, si vous vous donnez les moyens de combiner les réponses, pour composer le paysage créé par la superposition des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique incarnée et concrète, mais pas avant. Attention, ceci n'est pas un questionnaire, il ne s'agit pas d'un sondage, c'est une aide à l'autodescription. Il s'agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privé par la crise actuelle et qui vous donnent la sensation d'une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez que celle-ci reprenne à l'identique, comme avant, mieux, ou qu'elle ne reprenne pas du tout. Répondez aux questions suivantes.
Question 1. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles ne reprennent pas? Question 2. Décrivez A. Pourquoi cette activité vous apparaît nuisible, superflue, dangereuse, incohérente. B. En quoi sa disparition, mise en veilleuse, substitution rendrait d'autres activités que vous favorisez plus faciles, plus cohérentes. Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 1. Question 3. Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d'autres activités? Question 4. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles se développent, reprennent, ou celles qui devraient être inventées en remplacement? Question 5. Décrivez A. Pourquoi cette activité vous apparaît positive. B. Comment elle rend plus facile, harmonieuse, cohérente d'autres activités que vous favorisez. Et C. Permettre de lutter contre celles que vous jugez défavorables. Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 4. Question 6. Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers, employés, agents, entrepreneurs à acquérir les capacités, moyens, revenus, instruments permettant la reprise, le développement, la création de cette activité? Trouvez ensuite un moyen pour comparer votre description avec celle d'autres participants. La compilation puis la superposition des réponses devrait dessiner peu à peu un paysage composé de lignes de conflit, d'alliances, de controverses et d'oppositions. Publié à l'AOC le 30 mars 2020. Merci. Merci beaucoup, la Belgique. Je crois qu'il y avait Sophie, Bertrand. Voilà, maintenant, c'est à Stéphane de reprendre le relais. Voilà, c'est Stéphane maintenant du Luxembourg qui prend le relais. Merci. Merci à vous. C'était de très belles lectures. Merci.